Cette deuxième partie va parler d'oxygène et de sulfite. Donc j'ai moi essayé de vous poser un petit peu le problème, si on peut parler de problème, la problématique en tout cas. Donc quand on parle de sulfite, donc il faut savoir que c'est une problématique de sécurité sanitaire, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a des intolérances, il y a une limite OMS qui est de 0,7 mg par kilo de poids corporel. Donc c'est pour ça que dans les vins, mais dans les autres produits agroalimentaires, le SO2 a des limites. Ces limites, elles ont beaucoup évolué au cours du temps. Donc, au début du siècle, elles étaient largement supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. On était les limites autorisées. Donc, déjà, il y a un siècle, on limitait l'utilisation du SO2 dans les vins. On était à 450 mg par litre. Et puis, plus récemment, donc, avec les règlements européens successifs, aujourd'hui, donc on est à 150 mg de sulfite autorisé dans les vins rouges, donc on parle toujours de SO2 total, présent dans les vins, et on est à 185 pour les effervescents et 200 pour les blancs et rosés. Il y a des cahiers des charges spécifiques, notamment pour les vins bio, où on est sur des valeurs inférieures, on est à 100 mg, donc pour les vins rouges en tout cas. Donc ces valeurs commencent à être un petit peu pas forcément évidentes à maîtriser en production ou dans certains cas. Et il y a un autre cas plus local, on va dire, c'est celui des Beaujolais et Beaujolais nouveaux, Beaujolais Village Nouveau, où la limite est aussi de 100 mg, donc elle est plus restrictive que la réglementation globale des vins rouges. Mais là, cette valeur, on va dire, elle est facilement maîtrisable avec les pratiques vertueuses de nos vinificateurs en Beaujolais. Au niveau de l'HACCP, le sulfitage et le SO2, donc c'est un point critique à maîtriser. Donc il y a des obligations d'étiquetage et il y a une pression sociétale assez forte sur cet intrant œnologique qui nous sert fortement. C'est pour ça qu'il est généralisé et utilisé partout. Mais en tout cas, du fait des problèmes de santé publique et des intolérances, il y a une pression sociétale pour essayer de limiter. Et à titre d'exemple, il y a 2 ans et demi, il y avait eu un rapport de l'ANSES qui parlait de tout le bol alimentaire des Français, mais pas seulement du vin, mais il y avait l'exposition au sulfite due notamment à la consommation de vin, et il y a quelques raccourcis qui peuvent être titrés, qui ne sont pas forcément la réalité, mais en tout cas qui montrent que le sulfitage et le SO2 sont un collimateur et qu'il faut prendre en compte cette problématique. Donc on va faire un focus sur les vins du Beaujolais maintenant. Donc quelles sont les mesures de sulfite qu'on peut faire dans nos vins? Donc dans le cadre du suivi label qualité, on analyse une grande quantité de vin. Donc à la fois ici des résultats de SO2 libre et de SO2 total depuis 2007 à 2014 sur une 620 issus du suivi label qualité. Donc à la fois des vins qui ont été jugés conformes, des vins à défaut, de tout, et toutes les appellations confondues, de Beaujolais nouveau jusqu'au cru du Beaujolais. Donc sur ces 600 références, donc on voit qu'on a quand même des teneurs assez faibles dans les vins, puisque vous avez ici en bas donc le SO2 libre et puis les valeurs en milligrammes par litre. Donc on n'a pas de vin ou très peu supérieur à 25 mg par litre de libre. Et en total, on est tout inférieur à 100 mg par litre. Et en moyenne, ça donne ça. On est à peu près à 8 mg de SO2 libre en moyenne sur les vins, donc, qui ont été prélevés sur les lieux de vente. Hein. Donc, je vous rappelle, le suivi label qualité, c'est sur les linéaires de grande distribution ou chez des cavistes, en France ou à l'étranger. Et on est à 31 mg de SO2 total, donc les doses auxquelles sont exposés les consommateurs qui vont consommer ces vins s'ils les achètent sur ces lieux de vente. Donc c'est la réalité des vins du Beaujolais en termes de sulfite. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'on a 2/3 des vins qui sont inférieurs à 10 mg de SO2 libre. Donc on peut penser aussi que ça peut apporter certains soucis. Par contre, voilà, on a la majorité des vins donc avec 50 mg de SO2, enfin des doses inférieures à 50 mg de SO2, donc ce qui est plutôt bien et assez vertueux pour nos vins. Donc
par rapport à ces problèmes de SO2 libre ou pas, est-ce que par rapport aux défauts de type oxydatif qu'on peut mesurer dans le cadre de ce suivi à la qualité, est-ce que ça engendre des problèmes? Donc au niveau du défaut d'oxydation, parmi les non-conformités qu'on a, le défaut d'oxydation, c'est la principale non-conformité, avec les vins bouchonnés ou les vins phénolés. Je précise bien ici que ce n'est pas les vins du Beaujolais, ce n'est pas 27% des vins du Beaujolais, c'est bien 27% des vins non conformes. Voilà. Donc c'est pas, faut éviter les raccourcis étant donné la sensibilité de ces données. Donc on voit qu'on a peu de SO2 dans nos vins, on a des problèmes d'oxydation. Ces problèmes d'oxydation ne sont pas forcément liés au faible teneur en SO2, puisque dans les suivis à la qualité, on peut prélever des vins qui ne devraient plus être dans les rayons. Il y a des problèmes de turnover dans tout ça, et donc ce n'est pas forcément dû au fait qu'on a peu de SO2 dans nos vins, qu'on a des problèmes d'oxydation. Mais ça peut être dû aussi au sujet qu'on va aborder ensuite, le management de l'oxygène, mais aussi au vieillissement naturel des vins qui ne sont pas produits pour être consommés forcément trop longtemps après leur élaboration, et que dans certains cas, ce problème se passe. Donc c'est tout ça mélangé qui fait qu'on a ce niveau d'oxydation sur les non-conformités. Pour vous présenter un peu comment on a structuré cette deuxième partie, donc moi je vais d'abord vous parler du constat qu'on peut faire sur l'impact de l'oxygène seulement au conditionnement et quelles sont les conséquences sur les vins, donc sur différents indicateurs. Ensuite, Jean-Baptiste Dieval vous présentera comment maîtriser l'oxygène pour avoir un niveau d'oxygène souhaité, notamment au moment du conditionnement, mais sur d'autres étapes d'élaboration pour maîtriser ce paramètre. Et ensuite, Frédéric Charrier vous présentera un petit peu, en termes d'objectifs, c'est un peu l'objectif de la maîtrise de l'oxygène, c'est de pouvoir mieux sulfiter et peut-être de réduire les teneurs en sulfite grâce à cette maîtrise. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet de ma présentation, donc l'impact du niveau d'oxygène au conditionnement. Donc les travaux que je vais vous présenter, les résultats, sont issus d'un groupe national qui a été initié en 2011, qui est animé par l'IFV et qui regroupe différents partenaires. On a travaillé sur différents volets, donc à la fois le mou, le vin, le moment du conditionnement, et des aspects aussi d'exposition post-conditionnement par les emballages ou les obturateurs. Et donc aujourd'hui, le but du travail dans ce groupe, c'est de fournir des repères, donc ce qu'on va faire aujourd'hui un petit peu, pour mieux maîtriser ce paramètre de l'oxygène. Les résultats que je vous présenterai sont issus seulement des travaux sur l'étape du conditionnement, avec des travaux issus de différents vins de nos différents partenaires et des collègues de l'IFV au niveau national, en essayant de faire bien sûr un focus sur les vins de Gamay et les expérimentations sur Gamay qu'on a pu conduire ici en Beaujolais. Donc je tenais à remercier France Agrimaire qui finance tous ces travaux au niveau national, et puis les partenaires qui ont contribué à l'acquisition de références sur ce volet conditionnement, donc le Centre du Rosé à Vidauban, le groupe SCB à Montpellier et Interrhône aussi qui a contribué à recueillir les données que je vais vous présenter. Donc le protocole. Le but, c'était de mettre en bouteille un lot de vin avec différents niveaux d'oxygène à cette étape. Donc, on a mis en place une modalité qu'on a appelée niveau faible, donc avec moins de 1,5 mg d'oxygène par bouteille. Donc, le but, c'était d'être le plus bas possible. Voilà, la consigne, c'était ça, être le plus bas en inertant un maximum, en faisant tout pour être le plus bas possible au moment de cette étape. Une deuxième modalité qu'on a appelée le niveau moyen, donc c'était être, si possible, entre 2 et 3 mg d'oxygène par bouteille. Donc c'est une modalité qu'on a calée par rapport aux mesures qu'on peut faire en production. C'est quelque chose qui se retrouve assez classiquement sur les chaînes de conditionnement, donc 2 à 3 mg par bouteille. Et puis une autre modalité qu'on a souhaité élever, donc pour simuler de mauvaises conditions, mais en tout cas une non-maîtrise de l'oxygène à cette étape de conditionnement. Et ce niveau élevé, on l'a doublé
Et sur la deuxième répétition, on a mis plus de SO2. Donc juste au moment du conditionnement, on a rajouté 10 à 15 mg de SO2 supplémentaires pour voir si cet ajout permettait éventuellement de limiter ou de nuancer les écarts qu'on pourrait induire avec ce niveau élevé d'oxygène. Donc tous ces vins ont été conditionnés avec des bouchons synthétiques pour maîtriser cet aspect des choses. D'ailleurs, c'était des CL300 de nos amis de Nomacor présents aujourd'hui. Donc il y a pour deux raisons. C'est avoir une homogénéité de bouteille à bouteille, puisque ça a été fait de manière expérimentale et donc les mesures faites sur les bouteilles avaient une importance, donc il fallait que ce soit très homogène. Et puis l'autre point important aussi, c'était de connaître l'OTR du bouchon, donc le taux d'oxygène qui passe à travers, les quantités d'oxygène qui passent à travers le bouchon pour relativiser, même si de toute façon les modalités ont été conditionnées de la même façon, donc ce paramètre était neutralisé, mais c'était pour connaître la quantité totale d'oxygène qui était rentrée dans la bouteille quand on a fait nos mesures. Donc le niveau d'oxygène, c'était des niveaux par bouteille. Donc quand on dit milligrammes par bouteille, donc il y a l'oxygène qui est dissous dans le vin et puis l'oxygène qui est emprisonné dans l'espace de tête. Donc on a fait des mesures sur plusieurs bouteilles au cours des différentes mises des essais. Et donc sur la trentaine d'essais qu'on a réalisés sur différentes matrices, rouge, rosé ou blanc, on a vérifié qu'on avait bien atteint les objectifs qu'on s'était fixés d'une mise faible, donc inférieure à 1,5 g d'oxygène, 1 mg, pardon. Une mise de niveau moyen entre 2 et 3 et une mise doublée donc supérieure à 4 mg d'oxygène par bouteille. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur ces vins? Donc côté 0, mise en bouteille, on a fait un contrôle analytique sur différents indicateurs, donc principalement, je vais vous parler du SO2, du volet aromatique, des composés d'arômes, des polyphénols et puis des aspects sensoriels. On a conservé donc ces vins pendant 1 an à 20 degrés, donc pour simuler une mise en rayon et puis une consommation en tout cas 12 mois après. On a refait donc le bilan analytique sur les indicateurs après ces 12 mois de conservation à 20 degrés. Donc tout d'abord commencer par la consommation d'oxygène. Donc ici pour illustrer ce qui se passe quand on dissout de l'oxygène au moment du conditionnement et ce qui se passe sur les jours qui suivent la mise en bouteille, deux matrices, donc le Gamay et puis un vin blanc d'Alsace sur un Riesling. Donc, au niveau de la consommation d'oxygène, c'est le suivi des milligrammes par litre par bouteille qui sont mesurés tous les jours. On voit une vitesse de consommation assez différente entre la modalité sur laquelle on avait un niveau faible et la modalité sur laquelle on avait un niveau élevé d'oxygène. Donc, on a une vitesse beaucoup plus élevée sur le niveau élevé d'oxygène. Donc on voit qu'au bout de 15 jours, qu'on ait dissous seulement 1 ou 1,5 mg ou 4,5, on avait plus de SO2, d'oxygène. Donc l'oxygène est consommé très rapidement, notamment sur vin rouge, puisqu'on voit que sur Riesling, cette consommation est aussi fonction du niveau initial d'oxygène, mais elle est légèrement plus lente. Et pour consommer l'ensemble de l'oxygène dans la bouteille de Riesling à un niveau élevé, il a fallu une 50aine de jours. Donc c'est une différence. Donc les blancs consomment moins vite l'oxygène que les vins rouges, en tout cas sur les exemples mesurés. Au niveau du SO2, donc c'est quand même un paramètre important aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on a regardé plus particulièrement. Donc, à titre d'exemple, c'est sur les mesures présentées ici, c'est sur un Gamay de 2012 qu'on a suivi pendant 2 ans. Le point analytique complet a été fait au bout d'1 an, mais on a suivi le SO2 encore ensuite. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du SO2? Donc, d'abord, le SO2 libre et total de la modalité à un niveau faible d'oxygène, donc ici. Donc, le SO2 libre et le SO2 total. Donc on voit une dégradation lente et progressive du SO2 qui est un peu plus forte la première année, notamment pour le SO2 total, et qui s'aplanit un petit peu ensuite.
Et quand on regarde le même suivi par rapport à la modalité, donc le même vin, et juste avec quelques milligrammes d'oxygène en plus au moment du conditionnement, qu'est-ce qui se passe? Et donc on voit que les courbes sont assez parallèles, sauf au début, donc sur les premiers 15 jours, premier mois, le premier mois qui suit le conditionnement, donc un niveau de SO2 qui chute beaucoup plus fortement. Et donc voilà, c'est un impact clair et net et qui a été mesuré là sur cet essai, mais qui a été mesuré sur les 30 essais qu'on a pu réaliser. Donc le SO2 diminue plus fortement le premier mois sur les lots qui ont des quantités d'oxygène plus importantes. Une façon un peu plus mathématique de représenter les choses, donc sur un plus grand nombre d'essais. Ici sur le graphique, vous avez donc la quantité d'oxygène apporté au conditionnement par bouteille, et ici la perte en SO2 au bout d'un an. Et on a établi, en tout cas sur ces points-là, une relation assez linéaire. Et donc la pente nous donne que si on dissout, enfin on incorpore 1 mg supplémentaire d'oxygène au moment du conditionnement, on a une perte de 4 mg de SO2 total. Au bout de 12 mois, mais si on avait fait la mesure après le premier mois, on aurait déjà eu cet écart. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la littérature un petit peu. Sur les SO2 libres, ça marche un petit peu moins bien parce que les valeurs de SO2 libres sont un petit peu plus fluctuantes, mais sur les SO2 total, on a une très bonne relation. Donc maintenant, on va parler de l'impact sur les arômes. Donc, il y a différentes familles d'arômes et il y en a une qui présente sur certaines matrices un intérêt fort, donc, qui sont les thiols. Donc les thiols, c'est d'intérêt, c'est des molécules qui donnent des arômes de fruits exotiques, de pamplemousse, qui sont très présents sur le cépage Sauvignon notamment. Et donc un résultat sur Sauvignon, donc le 3-mercatohexanol, qui confère donc au vin ces arômes. On voit ici donc l'impact du niveau d'oxygène au moment du conditionnement sur ce paramètre thiol. Donc avec un effet de l'oxygène, plus on met d'oxygène, moins on aura de thiol dans le vin au bout d'un an. Par contre aussi, on met en évidence l'effet compensateur du SO2 sur ce paramètre. Et le fait d'avoir sulfité 10 mg à la mise en plus a permis de compenser et voire de mieux préserver ces thiols. Un autre indicateur sur lequel on a travaillé, donc en fonction des cépages, on n'a pas regardé les mêmes familles d'arômes. Sur le Riesling, donc on a regardé les terpènes et notamment le linalol, sur lequel on a un impact de l'oxygène aussi. En 2011 et puis en 2012 aussi, avec une préservation de ce composé qui donne des arômes floraux intéressants dans le Riesling, avec une préservation de des concentrations sur les niveaux faibles d'oxygène et une dégradation avec l'oxygène incorporé. Et par contre ici, pas d'effet compensateur du SO2 sur ce paramètre. Un autre indicateur sur le Riesling aussi, qui est un cépage intéressant et qui a plein de composés d'arômes, sur le TDN, donc le triméthyldihydronaphthalène, c'est le composé d'arôme qui donne ce caractère pétrolé ou hydrocarbure, notamment sur le Riesling, mais qui est aussi un indicateur d'évolution oxydative, puisque en fait ça montre, l'oxygène accélère sa formation. Et donc on voit que les niveaux d'oxygène engendrés au moment du conditionnement permettent de suivre ce paramètre et cette augmentation de ce paramètre. Donc toujours un an après le conditionnement et que ce n'est pas SO2 dépendant. Au niveau des arômes, je ne vais pas vous présenter des résultats sur les esters, pourtant sur les vins de Gamay en Beaujolais ça pourrait être pertinent a priori, mais en fait il n'y a aucun impact. Donc, sur les 4 essais de Gamay, il n'y a aucun impact du niveau d'oxygène, qui soit plus ou moins sulfité non plus. Et sur tous les esters qu'on a fait sur toutes les matrices, on n'a pas mis en évidence d'impact significatif du niveau d'oxygène sur les esters, ce qui est pas forcément, je veux dire, c'était quelque chose qui était assez quand même attendu. L'évolution se fait chimiquement par le vieillissement et l'hydrolyse sur certains composés. En tout cas sur les composés qu'on a mesurés, on n'a pas fait tous les esters du vin.
On a assez peu d'effets aussi sur les C13 norisoprénoïdes, donc c'est une autre famille de composés d'intérêt. Le TDN, ça fait partie de cette famille-là. Il y a d'autres molécules que vous avez peut-être entendu parler, comme la bêta-damascénone, la bêta-ionone, qui donne des odeurs de violette dans les vins. Mais il y a assez peu, à part sur le TDN, assez peu d'écart et d'effet de niveau d'oxygène au conditionnement sur ces arômes. On n'a pas mis en évidence de différence sur le furanéol, qui est une autre famille d'arômes qui confère des odeurs de fraise ou de caramel, que ce soit sur le furanéol ou son collègue l'homofuranéol. Et par contre, comme je vous l'ai montré, donc là je vous ai seulement montré un essai, mais sur toutes les matrices dans lesquelles il y avait des thiols au moment du conditionnement, on a retrouvé l'effet de l'oxygène et l'effet de préservation du SO2. Donc voilà pour la partie aromatique. Pour la partie polyphénol, comme je vous l'ai dit, on a fait un point après 12 mois. On a mis en évidence des évolutions intéressantes entre le T0 et le T12 mois sur la dégradation des anthocyanes, donc natives, les pigments qui chutent, une dégradation aussi des tanins mesurés à ce moment-là. Une baisse aussi du degré de polymérisation, la formation de nouveaux pigments suite à la dégradation des anthocyanes natives et puis des tanins, qui sont des pigments non décolorables, souvent avec des teintes un peu plus tuilées, on va dire, moins rouge vif que les pigments natifs. Donc ça, on a mis en évidence cet écart entre le T0 et le T12 mois. Par contre, entre les modalités, les niveaux d'oxygène qu'on a testés, on a assez peu d'écart. Donc pour illustrer ça, la moyenne des écarts sur la nuance, donc le paramètre B dans les coordonnées Ciel-Lab, donc c'est la nuance jaune des vins. Donc sur l'ensemble des vins blancs du millésime 2012, on voit qu'en fonction, donc au T0, on avait à peu près un B à 5. Le B augmente avec le vieillissement et les 12 mois de vieillissement. Par contre, on n'avait pas en évidence de différence entre nos modalités et nos niveaux d'oxygène. Par contre, un effet un petit peu préservateur du SO2 sur le niveau élevé. Donc ça, c'était sur 3 essais sur le millésime 2012. Donc sur les polyphénols, finalement assez déçu sur en tout cas les indicateurs qu'on a recherchés. Et on va parler d'abord du sensoriel, donc je reviendrai là-dessus après. Donc pour les vins rouges, après 12 mois de conservation, au même titre qu'on avait assez peu d'écart sur les polyphénols, on a assez peu d'écart entre nos modalités. Les écarts, en tout cas analytiques, sont très faibles. Pour certaines matrices, par contre, on met en évidence des choses qui sont en lien avec les molécules d'intérêt qu'on avait dosées, notamment les thiols, sur certains blancs et rosés, où la préservation de la fraîcheur aromatique, de la qualité des vins dans leur ensemble sont quand même préservés par des niveaux faibles d'oxygène. Donc c'est quelque chose auquel on s'attendait aussi, mais peut-être pas aussi fortement qu'attendu. Et puis on a mis aussi en évidence l'effet compensateur du SO2 sur certains vins, mais que cet effet compensateur est assez partiel. En tout cas sur le niveau élevé d'oxygène avec la compensation qu'on a faite, c'était pas un sulfitage très important, mais en tout cas on n'avait pas toujours de résultats intéressants avec cette modalité. Donc à titre d'illustration, une matrice caractérisée de fragile, donc un melon du pays nantais, avec cette modalité faible qui est ici en vert et puis la modalité avec un niveau élevé d'oxygène en jaune. On voit qu'un an après, le fruité est nettement en faveur de l'oxygène faible et que le niveau d'oxydation et l'intensité d'oxydation au niveau sensoriel est plus forte pour le niveau élevé, ce qui est assez logique. Et aussi, on voit qu'on renforce l'amertume quand on apporte plus d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose aussi qui ressort pour les vins rouges. Souvent, quand on apporte plus d'oxygène, les vins ressortent un petit peu plus amers. Ce n'est pas significatif dans nos essais, mais notamment dans
les essais dont va vous parler Frédéric, en tout cas sur Gamay en Beaujolais, quand on met peu de SO2 et qu'on va vers l'évolution oxydative, on a ce caractère astringent et amer qui ressort sur les tanins. Donc, en résumé, des différences de sensibilité en fonction de la constitution des vins, en fonction de leurs paramètres, en fonction des matrices et des arômes qui les constituent, en fonction de leur couleur bien sûr et de leur richesse polyphénolique. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que par rapport au vin rouge, au niveau de SO2 qu'on a eu au moment du conditionnement, on n'a pas eu finalement d'impact au bout d'1 an de conservation. Donc ça, c'est valable pour les conditions de l'étude. Hein. On avait un écart maximum de 4 mg, enfin entre 3 et 4 mg entre le niveau le plus faible et le niveau le plus élevé. Mais on avait toujours, au moment du conditionnement, sulfité à des niveaux pratiqués dans la région considérée. Et donc, au bout de 12 mois, on avait toujours un peu de SO2 dans les vins. Donc, c'est par ce fait qu'on explique le peu des différences finalement entre certains vins rouges, alors que sur certains vins blancs plus sensibles par rapport à leur constitution polyphénolique, on a pu mettre en évidence des différences. Donc il faut être d'autant plus vigilant qu'on sait qu'on a des matrices fragiles donc, et qu'on veut aller vers des profils bien déterminés de vin. Dire qu'une sulfité n'est qu'une réponse partielle et non satisfaisante, surtout dans le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure et que précisera Frédéric par la suite, où on veut limiter et raisonner le SO2. Et donc la maîtrise de l'oxygène apporte un élément de maîtrise important. On l'a vu sur le SO2 dans le mois qui suit le conditionnement. La maîtrise de l'oxygène à ce stade et puis dans les stades précédents aussi permet de jouer sur ce paramètre et de mieux l'utiliser pour pouvoir en mettre moins et conserver et préserver la qualité des vins.